batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Merci de rejoindre votre chaîne Ma Bannière Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Dans le cadre de l'assistance technique du Fonds monétaire international FMI au gouvernement congolais, les hauts cadres de la Direction générale de recettes du Congo central, DGRKC en sigle, étaient en séance de travail. Les dépenses fiscales et la fiscalité provinciale ont fait l'objet de cet atelier. Reportage. À la demande du ministère national des Finances, une délégation composée des cadres de concertation des pilotages et d'orientation de la réforme des finances publiques, du comité technique des suivis et évaluation des réformes, ainsi que des membres du département des financements publics du Fonds monétaire international séjournent au Congo central en vue d'assister la province sur les dépenses fiscales enregistrées. Une réunion de travail s'est tenue ce lundi 13 mai sous la présidence du directeur général de la Direction générale de recettes du Congo central, Richard Mavouka, et à laquelle ont participé les cadres de toutes les parties prenantes. Judith Chikubo, assistante technique en charge de la réforme fiscale et de la gestion des revenus miniers chez Coref, a salué le travail des titans abattus par les agents de cette régie financière, chapeautés de maître par Richard Mavouka, peu avant de rappeler l'objet de leur mission. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'assistance technique qu'apporte le FMI au gouvernement congolais. Et aujourd'hui, c'est principalement l'aspect politique fiscal où on a traité les questions liées aux dépenses fiscales. Nous avons aussi discuté de la fiscalité provinciale, mais la mission en elle s'occupe aussi des aspects qui vont au-delà des dépenses fiscales, notamment les recettes non fiscales, les accises et la parafiscalité. Après échange, nous avons constaté qu'il y a déjà un travail qui a été déjà fait et la DGRKC est dans une bonne direction. Le DG de la DGRKC, Richard Mavouka, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la réunion. Le travail s'est bien déroulé. Heureusement pour la province, il y avait déjà un travail qui a été fait en amont. Et on a pu avoir toutes les orientations et les éclaircissements nécessaires de la part de l'équipe qui est venue. Et nous allons nous remettre au travail pour finaliser ce qui avait déjà été commencé et le leur envoyer dans un plus bref délai. Débutée à 10h, la réunion s'est clôturée à 13h passées de 30 minutes. Autre actualité, nous l'avons dit dans nos éditions passées que les problèmes d'infrastructure deviennent un véritable fléau pour la ville portuaire de Matadi. Plusieurs routes et bâtisses se trouvent dans un état qui laisse à désirer et qui inquiète de plus en plus les paisibles citoyens. Des amples précisions dans ces reportages. Matadi ne compte plus le nombre d'infrastructures routières dégradées, celles d'intérêt capital et autres secondaires. Le cas de la traversée située le long de la route Ango-Ango, quelques mètres après l'endroit où se limitent les travaux de rénovation de ces tronçons, près de la place communément appelée Vodacom dans la commune de Matadi. Ces ponts avec épaisseur rétrécie est menacé d'un trou béant érigé entre les deux bandes sur la chaussée. Une situation qui inquiète les usagers, empêchant la bonne circulation, à savoir qu'elle constitue l'entrée et sortie principale pour plusieurs véhicules de gros tonnage appartenant aux compagnies de transport logées le long de la route, ainsi que toutes sortes d'engins roulants. Hormis ces lieux, plusieurs vieilles infrastructures répertoriées se trouvent dans un état qui laisse à désirer à Matadi, nécessitant d'être revêtues de leurs plus belles robes perdues des plus belles lurettes. C'est là pour prévenir ou sinon éviter les accidents de circulation qui deviennent l'une des causes majeures de morbidité d'hommes de nos jours.
Et quittons la ville portuaire de Matadi pour nous rendre dans le territoire de Sekebanza. Désigné le 6 mai dernier, le nouveau commandant de la police nationale congolaise PNC de l'entité précitée a présidé le lundi 13 mai dernier sa toute première réunion de commandement et de prise de contact à l'intention des commandants des différentes unités mises à sa disposition. Suivez. Entouré de ses deux adjoints, à savoir les commissaires supérieurs Thomas Bakana et Astrid Kabasele Chitaka, respectivement commandant second chargé de la police judiciaire et chargé d'appui et gestion, les nouveaux commandants territoriaux de la police nationale congolaise de Sekebanza, le commissaire supérieur Jean-Pierre Diasivi Masiala, a martelé sur plusieurs points, parmi lesquels les nouvelles instructions de la hiérarchie provinciale de la police, les nouvelles orientations pour les métiers de la paix et sa philosophie pour la protection de la population civile axée sur la prévention. Satisfaits des échanges et des nouvelles orientations reçues de la part de leur nouveau commandant, les participants à cette réunion ont promis leur franche collaboration. Le point essentiel qui a retenu mon attention le plus, parce qu'en tant que policier, effectivement, je dois d'abord connaître ce que je suis. Je suis policier, ma mission c'est de maintenir l'ordre public, sécuriser les personnes de l'aide. Si du moins quelqu'un a déjà cette connaissance-là, je pense qu'il va très bien faire son travail. Si tous nous pouvons être de cœur et le mettre en pratique, je vois que notre beau Sekebanza pourra changer. C'était vraiment génial, c'était quand même bon, très bon alors. C'était très nécessaire que nous puissions nous réunir, que toutes les autorités soient ici pour venir recevoir de nouvelles instructions, une nouvelle direction, chose qui pourra amener au bon point notre territoire et notre travail de cette police. A noter que l'actuel commissaire territorial de la police nationale congolaise de Sekebanza a été désigné à ce poste le 6 mai dernier en remplacement du commissaire supérieur principal Londa Evariste, mis à la retraite. Ces reportages étaient réalisés par notre correspondant dans les Sekebanza, Timothée Mouela. Tournons des pages pour parler de la justice dans cette édition de l'information. Faisons suite à la requête de la ministre d'État, ministre en charge de la justice, Rose Mutombo, adressée au procureur général près la cour d'appel de la Mongala sur la prétendue corruption de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 29 avril dénoncée par plusieurs. La CAJ demande aussi au gouverneur, au numéro 1 plutôt de la justice en République démocratique du Congo, de faire pareil pour d'autres provinces ayant le même cas. Ce commentaire est signé Glodino Lucano. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a instruit le procureur général près la cour d'appel de la Mongala au fin d'une enquête de poursuite contre le présumé d'actes de corruption ayant émaillé l'élection du gouverneur dans cette province. Une décision saluée par l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, qui en demande autant pour d'autres provinces où les suspicions de la corruption font soulever les langues. En l'occurrence, Kinshasa, Chopo, Kasai oriental et Congo central, lesquels le parti lésé réclame l'annulation du scrutin du 29 avril dernier. Les uns pour corruption, les autres pour violation du caractère secret des votes. Face à cette situation, plusieurs questions se posent sur comment et pourquoi le juge électoral peut-il ordonner l'annulation de l'élection. Maître John Kaimbi, avocat au barreau du Congo central, donne son point de vue. Faudra-t-il que cette requête-là ait des fondements juridiques qui fassent en sorte que vous puissiez obtenir gain de cause dans votre démarche? C'est là maintenant l'autre paire de manches dans cette démarche. Si cette démarche-là, cette contestation des irrégularités est de nature... Il faut rappeler que pour la province du Congo central, la requête du regroupement politique AAINC demandant l'annulation du scrutin du 29 avril a été déclarée recevable mais non fondée à la cour d'appel. À ce jour, le regroupement AAINC a interjeté appel au Conseil d'État dont le verdict est attendu dans les prochains jours. Parlons sport à présent. Coupe du Congo de football, 58e édition. La FECOFA, à travers une correspondance, porte à la connaissance de l'opinion publique sportive et des clubs engagés que sa grille de programme de match a subi quelques modifications, nous renseigne Rivantiala dans cet élément.
72 heures après la publication du calendrier marquant l'effectivité sur la tenue de la Coupe du Congo de football dans son numéro 58, la Fédération congolaise de football association a rendu public un communiqué lequel modifie la grille des matchs. Entre autres, c'est lui qui mettra aux prises au stade Patrice Emery Lumumba de Kisangani, l'Espérance sportive de Louélé, à l'association sportive Vetsi Club de Matadi, désormais fixée au jeudi 23 mai prochain. Auparavant, programmé dimanche 19 mai. Hormis cette retouche qui vise Vetsi Club, plusieurs autres figurent sur la correspondance de la FECOFA. La rencontre inaugurale Football Club Nouvelle Vie Bomoko face au tout-puissant Mazembe Anglebert, reportée ce jeudi 16 mai. L'instance reine du football en République démocratique du Congo poursuit en signalant que toutes les autres dispositions restent de mise et que les clubs et officiels sont priés de s'en tenir à ces dispositions. À titre de rappel sur l'inscription des équipes à la 58e édition de la Coupe du Congo, la province du Congo central compte comme représentants l'AS Vetsi Club et les cercles sportifs Imana Daring, deux formations qui siègent à Matadi, la ville portuaire. Pour les Immaculés, le client se nomme Céleste Football Club de Mbandaka, dont l'opposition est prévue samedi 18 mai au stade Mavungu de Nsanda. Et en dehors de nos frontières au Kenya, nous parlons des catastrophes naturelles. Après des semaines de pluies torrentielles, la ville de Garissa se trouve sous l'eau. Le débordement de 5 barrages a provoqué des inondations catastrophiques, coupant les routes, submergeant les villages et déplaçant des milliers de personnes. Reportage. De l'eau à perte de vue. Parfois, des maisons quasi englouties. Le courant emporte même ce camion. Pour certains habitants, la vie continue malgré tout. L'entraide est de mise. Vous avez vu mon lit ? Omari Ramadan n'a jamais connu de crue comme celle-ci. Il n'y a pas d'espoir pour que ça s'améliore rapidement. Nous avons encore quelques jours à passer comme ça. D'autres ont tout perdu. 6500 familles de Garissa ont dû être déplacées dans l'un des 11 camps comme celui-ci. La vie y est rudimentaire. Ce n'est pas la première fois que je suis déplacée. C'est la deuxième fois depuis mon mariage. Et puis ça arrivait aussi régulièrement quand j'étais petite. Sur place, la Croix-Rouge distribue des vivres et organise la population. L'ONG fait face à une situation difficile. Elle appelle à plus d'aide financière pour mieux gérer la crise. Beaucoup de personnes dans les camps de déplacés manquent de nourriture. Certains d'entre eux n'ont même pas d'abri, d'autres n'ont pas accès à de l'eau propre. 2 semaines de pluie torrentielle aux lourdes conséquences dans tout le pays. Au total, plus de 55 000 familles ont dû quitter leur logement. Mesdames, Messieurs, le reportage qui a clôturé cette édition de l'information a été réalisé par nos confrères de TV5 Monde. Merci de nous recevoir chez vous. Au revoir et bonne suite de programme.